Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition de votre journal télévisé consacré aux faits marquants de l'actualité. En voici les titres. Ouverture ce 5 août à N'Djamena de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Les conseillers examineront les enjeux de la transformation numérique de l'administration publique afin de formuler les recommandations destinées à accompagner la modernisation de l'État. La lutte contre le choléra se poursuit à N'Djamena. L'Association pour la santé et le bien-être au Tchad a mené une campagne de sensibilisation au marché de Farcha Diougoulié dans le premier arrondissement de N'Djamena. Et nous parlerons du lait maternel dans ce journal, premier cadeau qu'une mère puisse offrir à son enfant. Alors que le monde célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel, les professionnels de santé appellent à faire de cette pratique un réflexe pour garantir aux nouveau-nés un avenir en meilleure santé. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé en titre, le Conseil économique, social, culturel et environnemental a ouvert ce mercredi à N'Djamena les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année placée sous le thème « Les défis de l'administration publique tchadienne face à la transition numérique ». La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, ainsi que de délégations venues d'Algérie et du Cameroun. Les précisions de Mbarakla Maxime. La transition numérique s'impose désormais comme un levier incontournable de la modernisation de l'administration publique tchadienne. C'est autour de cet enjeu stratégique que s'est ouverte ce 5 août 2026 la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Dans son discours d'ouverture, le président du CSCE, Dr Ahmad Mbodou Mahamat, a d'abord exprimé sa gratitude envers les autorités tchadiennes et les délégations étrangères présentes, notamment celle du Conseil national économique, social et environnemental d'Algérie et de la CAPEF du Cameroun. Avant de souligner que la digitalisation de l'administration ne constitue plus une option, mais une nécessité pour améliorer la gouvernance et rapprocher davantage l'administration publique. À l'heure de la mondialisation et de la modernité, la transition numérique n'est plus une option, mais une impérieuse nécessité. L'intégration des technologies de l'information et de la communication au cœur de notre appareil étatique est le vecteur par excellence d'une gouvernance moderne. Les travaux prévus du 5 au 19 août 2026 porteront sur plusieurs axes majeurs, notamment l'expérience algérienne en matière de digitalisation de l'administration, la vision de l'État tchadien sur la transition numérique, le rôle de l'Agence de développement et des technologies de l'information et de la communication ADETIC, l'état de la connectivité au Tchad, la digitalisation des régies financières, la transformation numérique du système éducatif, la cybersécurité, la protection des données personnelles ainsi que le développement des infrastructures énergétiques indispensables au numérique. En marge de sa deuxième session ordinaire, le Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad a accueilli une délégation du Conseil national économique, social et environnemental d'Algérie. Les conseillers algériens ont présenté à leur homologue tchadien le modèle de digitalisation de leur administration publique à travers un partage d'expériences visant à renforcer la modernisation des services publics. 35 présumés malfaiteurs ont été interpellés au cours d'opérations menées entre le 17 juillet et le 3 août par la police nationale. Ils ont été présentés lundi à la presse. Le commissaire principal de la police, Mounine Nejene Dezoumbé, a salué le professionnalisme des unités. Il a également appelé au renforcement de la collaboration entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité. Fantasoui. Ils sont présumés auteurs de plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, braquage à main armée, enlèvement, actes de torture, extorsion de biens sous la menace d'armes, escroquerie, abus de confiance, trafic et détention illégale d'armes, usurpation des titres, recel faux et usage de faux, contrefaçon des billets de banque de trafic de stupéfiants. 35 individus tombent à la suite des opérations menées entre le 17 juillet et le 3 août par la police nationale. Selon la police, les opérations ont également permis la saisie de nombreux biens ayant servi aux activités criminelles, parmi lesquels 8 pistolets automatiques, 3 véhicules, 2 motos, une somme de 21 891 000 francs CFA, 10 millions de francs CFA, en faux billets, un ordinateur portable,
plusieurs faux documents administratifs ainsi qu'une importante quantité de tramadol et de cannabis. Déjà, les responsables de la police affirment que plusieurs des mis en cause ont reconnu les faits et qu'ils seront désormais déférés devant les juridictions compétentes. Le commissaire principal de police, Mouné Eugène Dezumbi, a salué l'engagement et le professionnalisme des unités. Il a renouvelé son appel à la vigilance citoyenne, invitant la population à poursuivre sa collaboration avec les services de sécurité en signalant tout comportement suspect. Face à la menace du choléra, l'Association pour la santé et le bien-être au Tchad intensifie ses actions de sensibilisation. Ce mercredi 5 août, elle a organisé une campagne de sensibilisation au marché de Farcha Djougoulié dans le 1er arrondissement de N'Djamena. L'objectif est d'informer les commerçants et les usagers sur les dangers du choléra, les modes de transmission ainsi que les gestes essentiels pour prévenir la maladie. Reportage de Fantasoué. Commerçants, clients et usagers du marché ont été ciblés par cette initiative. À travers des échanges et des messages de sensibilisation, l'association a insisté sur les dangers du choléra, une maladie qui peut se propager rapidement lorsque les règles d'hygiène et d'assainissement ne sont pas respectées. L'accent a notamment été mis sur le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la consommation d'eau potable, la bonne conservation des aliments ainsi que l'utilisation correcte des latrines. À cet effet, l'organisation a distribué des savons et produits désinfectants aux usagers du marché afin qu'ils suivent les mesures. Pour le président de l'ASBET, Dr Ismaël Brahim Daoud, la prévention passe avant tout pour l'adoption de comportements simples au quotidien. Les acteurs du marché sont ainsi appelés à maintenir leur environnement propre et à éviter tout contact entre les aliments et les sources potentielles de contamination. Cette campagne intervient dans un contexte où la vigilance face aux maladies hydriques demeure nécessaire. À travers cette action de proximité, l'ASBET entend contribuer à renforcer la prise de conscience, la responsabilité collective dans la prévention du choléra. Avant même les premiers mots, le premier cadeau qu'une mère puisse offrir à son enfant est son lait. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée du 1er au 7 août, sous le thème « L'allaitement maternel pour un départ durable dans la vie, renforcer ce qui fonctionne », les professionnels de santé appellent à faire de cette pratique un réflexe pour garantir aux nouveau-nés un avenir en meilleure santé. Reportage signé d'Arbawa Kaukamla. Chaque année, des milliers de vies d'enfants pourraient être mieux protégées grâce à un geste simple, naturel, gratuit, l'allaitement maternel. Pourtant, de nombreuses idées reçues et de certaines habitudes continuent de freiner cette pratique, pourtant reconnue comme essentielle pour la survie et le développement du nourrisson. Le lait maternel est bien plus qu'un aliment. Il apporte tous les nutriments dont le bébé a besoin durant ses 6 premiers mois de vie. Véritable bouclier naturel, il renforce son système immunitaire, réduit les risques de diarrhée, d'infections respiratoires et de malnutrition tout en favorisant une croissance harmonieuse. Au centre de santé d'Ardeb Djoumal, les équipes multiplient les séances de sensibilisation. Pour la responsable du centre, Madame Hawa Garandi, allaiter, c'est protéger son enfant dès ses premiers instants de vie. Elle rappelle également que le lait maternel est toujours disponible, ne coûte rien et crée un lien affectif irremplaçable entre la mère et son bébé. Elle invite les mères à respecter les règles d'hygiène et à limiter l'utilisation du biberon, souvent source de contamination lorsqu'il est mal entretenu. D'allaiter les enfants au sein, parce que le lait d'abord contient 90% de l'eau. Tu n'as pas besoin de gaver ton enfant encore avec de l'eau. De ne pas utiliser les biberons, surtout les biberons qui est en train de détruire nos enfants, qu'on utilise, on ne connaît pas la quantité de biberons.
On ne connaît pas l'hygiène. Au-delà des recommandations des professionnels de santé, les mères qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif en constatent les bienfaits au quotidien. Pour elles, ce choix contribue au bon développement de leurs enfants. Écoutons ces témoignages. Cela protège l'enfant contre les maladies, la diarrhée, les familles. En tout cas, ça protège l'enfant contre toutes sortes de maladies. En cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, les professionnels de santé lancent un appel aux familles, aux communautés et aux décideurs, faire de l'allaitement maternel une priorité. Car offrir le sein dès les premiers instants de vie et allaiter exclusivement pendant les 6 premiers mois, c'est donner à chaque enfant de meilleures chances de grandir en bonne santé. À N'Djamena, la fabrication artisanale des marmites constitue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses personnes. Réalisée à partir d'aluminium recyclé, elle répond à une forte demande des ménages. Mais derrière cette production se cachent des conditions de travail difficiles. Ashta Mohamed Kalbassou. Au quartier Amrguebe, dans le 5e arrondissement de N'Djamena, Saleh Mamat exerce ce métier depuis 1999. Propriétaire d'un atelier de fabrication de marmites, il a confié la production à ses employés depuis 2021, afin de se consacrer à la supervision des activités. Dans cet atelier, les matières premières proviennent principalement de vieilles marmites rapportées par les clients, auxquelles s'ajoute de l'aluminium acheté sur le marché. Après avoir été trié et fondu à très haute température, le métal liquide est ensuite versé dans les moules pour donner forme aux futures marmites. Selon le propriétaire, l'atelier produit quotidiennement entre 100 et 100 quelques marmites par jour. Une production importante qui permet de répondre à la demande du marché local. 100 quelques par jour quand on fabrique. Ça varie comme ça. Ici, on travaille là sur le feu. C'est le fait. Si quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça, là, il va trouver des blessures et puis l'autre là seulement. Mais derrière cette activité se trouve une réalité beaucoup plus préoccupante. Les ouvriers travaillent au contact direct du feu et du métal en fusion, souvent sans équipement de protection adapté, ce qui risque de les exposer, selon Dr Baimbang No Archit, à plusieurs problèmes de santé. Les travailleurs au niveau, lorsque le fabricant ou bien l'artisan est en contact avec l'aluminium en fusion, ce contact peut créer maintenant des brûlures, que ce soit graves et parfois même profondes. Et parfois même c'est des brûlures qui causent des lésions invalidantes chez la personne. Malgré ces conditions de travail éprouvantes, la fabrication artisanale des marmites demeure une source importante de revenus pour de nombreuses familles et contribue à l'approvisionnement du marché local. L'association Union des jeunes tchadiens pour le brassage a organisé ce mercredi 5 août 2026 une cérémonie de circoncision collective à la clinique médico-chirurgicale Al-Ilaj dans le 4e arrondissement de N'Djamena. Une initiative placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement en faveur de la jeunesse. Difira Vanessa Bouli. Placée sous les thèmes servir la jeunesse, promouvoir la solidarité et bâtir un avenir meilleur, cette initiative de l'association Union des jeunes tchadiens pour le brassage se veut un geste concret en faveur de la santé, de l'éducation et de la solidarité. Au total, 25 élèves de la Kalwa Nour Al-Houda, dédiés à la mémorisation du Saint-Coran, ont bénéficié de cette campagne de circoncision collective en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que plusieurs partenaires venus apporter leur soutien à cette action sociale. Prenant la parole, le directeur général de la clinique médico-chirurgicale Al-Ilaj, Abdoulaye Adam, a appelé les jeunes à s'engager davantage dans des actions utiles à la société et à contribuer à la construction. Permettez-moi à présent de m'adresser directement à vous, chers jeunes, avec franchise. Vous n'êtes pas seulement l'avenir de ce pays, vous êtes le présent, vous êtes en première ligne et c'est sur vous que repose déjà aujourd'hui.
Au terme de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnes pour saluer leur engagement et leur contribution à la réussite de cette initiative. Des dons ont également été remis aux enfants bénéficiaires, clôturant cette journée placée sous les signes de la solidarité et du partage. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont enclenché à huis clos le compte à rebours pour départager les 7 candidats en lice. Au terme du premier vote indicatif la semaine dernière, Rebecca Greenspan s'est démarquée des autres pour succéder à l'actuel secrétaire général de l'ONU, le Portugais António Guterres, le 1er janvier 2027. Mais le chemin est encore garni d'obstacles pour que d'ici là, l'Assemblée générale s'accorde sur l'un des postulants à la suite des scrutins annoncés dans les mois à venir. Jessica Fering. Rebecca Greenspan, la candidate du Costa Rica en tête de ce premier vote indicatif avec 10 voix d'encouragement et une contre, l'a opposé à ses concurrents Michel Barthélémy du Chili, Rafael Grossi de l'Argentine, Maria Fernanda Spinoza de l'Équateur, Caroline Rodrigue Birquette de la Guyane, Macky Sall du Sénégal et Olora Outoun de l'Ouganda. Une équation pour la succession au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au début de l'année prochaine. Elle et les autres partants, chacun doit répondre aux critères de désignation qui reposent sur les hautes qualités professionnelles et morales définies par la Charte de l'ONU, à l'engagement aux objectifs de l'institution, à une forte aptitude à la diplomatie, à la gestion administrative internationale et à la résolution des crises mondiales. De facto, les chances des uns et des autres semblent minces, surtout sur le principe de la rotation géographique non écrite qui n'a suivi certains mandats jamais respectés et du droit de veto que détient les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La liste chronologique des secrétaires généraux de l'ONU qui se sont succédés depuis sa création en 1945 à nos jours nous montre bien un tableau des élections peint à géométrie variable. Sur les 10 mandats, l'Europe entaille la part du lion avec 4 secrétaires et l'Afrique a taclé l'Asie et l'Amérique du Sud avec 2 de ses fils, l'un après l'autre. Boutros Boutros-Ghali de l'Égypte de 1992 à 1996 et Kofi Annan du Ghana de 1997 à 2006. Le contraire est en voie de se dessiner à l'entame des votes qui se poursuivent jusqu'au verdict final avec des résultats complexes et mitigés pour l'Afrique, portés principalement par 2 candidatures, celle de Macky Sall et Olora Outoun. Le Sénégal a récolté 6 bulletins d'encouragement, mais aussi 7 avis défavorables et l'Ougandais a récolté un soutien plus limité. L'Afrique mise sur son tour potentiel selon la règle non officielle de rotation des régions du monde, après ce mandat du Portugais António Guterres, alors que cette tradition non écrite favorise le groupe de l'Amérique latine et les Caraïbes. La fin du tunnel est encore loin pour tous les candidats car le choix final dépend des équilibres et du droit de veto des 5 pays, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les divergences sur les profils ou les réticences des grandes puissances vis-à-vis de certaines orientations politiques régionales peuvent aussi inverser la tendance d'ici la décision officielle. Selon la règle de désignation du secrétaire général de l'ONU, un candidat doit obtenir au moins 9 voix favorables sans qu'aucun des membres permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie n'utilisent son veto. Une fois le consensus trouvé, le Conseil de sécurité soumettra une recommandation consensuelle à l'Assemblée générale pour examen et procédera à la nomination du nouveau secrétaire par acclamation. Et bien sûr, on finit avec le traditionnel résumé de l'actualité internationale. L'Espagne qui réussit à renvoyer la grande partie des migrants au Maroc. Et puis, en République démocratique du Congo, le taux de mortalité lié au virus Ebola ne fait qu'augmenter selon l'Africa CDC. Enfin, en Guinée, l'absence du président Doumbouya suscite des réactions. Odette Mekila Parios. En Espagne, le gouvernement affirme que près de 70 000 migrants sur les 72 000 personnes entrées la semaine dernière dans l'enclave de Ceuta sont déjà repartis vers le Maroc. Malgré ce reflux annoncé, entre 2 000 et 5 000 migrants seraient encore présents sur le territoire espagnol. Selon les autorités qui font désormais état de 77 morts, principalement des migrants noyés lors de la tentative de traverser à la nage
pour contourner les dispositifs de sécurité en mer. Les opérations d'identification des victimes se poursuivent en coordination avec les autorités marocaines. Pour empêcher de nouvelles traversées, l'Espagne a installé une barrière flottante de 500 mètres dans les eaux séparant Ceuta du Maroc. De leur côté, les gardes-côtes marocains indiquent une forte baisse des tentatives de passage, même si certains candidats à l'exil continuent de risquer leur vie. Abdul Kerim, un migrant de 23 ans, raconte avoir nagé pendant plus de 3 heures pour rejoindre Ceuta. Il affirme avoir entrepris ce voyage dans l'espoir de trouver un emploi en Espagne et avoir frôlé la mort pendant la traversée. Cette crise migratoire, l'une des plus importantes enregistrées ces dernières années à Ceuta, continue de raviver les tensions entre Madrid et Rabat, alors que de nombreuses familles restent sans nouvelles de leurs proches disparus. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola poursuit une évolution préoccupante. Le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, Jean Kessaya, alerte sur une situation qui demeure difficile à maîtriser. En déplacement à Bunia, dans la province de l'Ituri, près de l'épicentre de l'épidémie, aux côtés du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Mohamed Jenabi, il a indiqué qu'il était encore difficile de déterminer quand l'épidémie atteindrait son pic. Selon le dernier bilan des autorités congolaises, 3802 cas ont été enregistrés, dont 1707 décès. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a quitté Conakry lundi pour un séjour privé en Grèce avec sa famille. La présidence guinéenne présente ce déplacement comme le premier congé annuel officiellement annoncé par un chef d'État en exercice dans le pays, mettant en avant une démarche de transparence dans la gestion du pouvoir. Avant son départ, le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le Premier ministre Amadou Ouriba, des responsables militaires et des membres du gouvernement. Quelques heures plus tard, le chef d'état-major des forces armées, le général Ibrahim Sori Bangoura, a publié un communiqué pour réaffirmer la loyauté de l'armée envers le président, les institutions et le peuple guinéen. Il a également mis en garde contre les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux pendant l'absence du chef de l'État. Cette déclaration intervient dans un contexte où l'armée reste fortement présente dans la vie politique guinéenne depuis le coup d'État de septembre 2021 qui avait porté Mamadi Doumbouya au pouvoir. C'est sur ces informations que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.